bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct sur Facebook Condo Légal. Donc, ce soir, une web radio très intéressante avec des gens, comme d'habitude, très intéressants. C'est la transaction chez le notaire et l'achat d'un condo. On en a déjà parlé l'année dernière dans une autre web radio et ça a été très populaire. Et considérant l'année que nous venons de terminer ou qui se termine bientôt, qui a été quand même record au niveau des transactions, qui a bougé énormément. Donc, on vous parle encore ce soir de la transaction chez le notaire et l'achat de condo. Donc, ce soir, je suis très heureuse de vous présenter les gens qui m'accompagnent ce soir. Donc, je suis Valérie Couture de Condo Stratégiste. J'ai avec moi un habitué de la place, Maître Maxime Laflamme-Leblond. Bonsoir, Maître Leblond. Bonsoir. Nous avons avec nous Madame Marie-Pierre Mayotte, qui est agent pour Remax MD. Donc, bonsoir, Madame Mayotte. Bonsoir. Et Maître François Forget, qui est notaire, qui travaille depuis longtemps, très spécialisé dans la copropriété. Bonsoir, Maître Forget. Bonsoir. Donc, ce soir, avec nos invités, nous allons répondre aux questions, à vos questions sur Facebook. Mais dans un premier temps, je poserai la première question à Maître Forget, dans le sens où, quand on va chez le notaire pour acheter une unité de condo, j'imagine que pour la plupart des gens, c'est probablement une première transaction et c'est une grande transaction parce que c'est sûrement l'un pour la majorité des gens qui est le plus important de leur vie, donc l'achat d'une première résidence. Maître Forget, qu'est-ce qu'une personne qui fait son premier achat, et c'est un condo, une unité en copropriété, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme… je sais que tantôt, on va vous demander la question « Comment on fait pour trouver un bon notaire? » Ça, c'est une bonne question. Vous allez pouvoir y répondre. Mais qu'est-ce qu'un futur acheteur peut se poser comme question? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est moi comme acheteur qui choisis le notaire, etc.? Dans le condo non neuf, c'est vous qui choisissez le notaire. Peut-être votre banquier, des fois, peut l'obliger, de temps en temps. Pas souvent, mais certains banquiers. Dans le condo neuf, c'est toujours le promoteur qui choisit le notaire. À un tel point que moi, j'ai un fils qui a acheté un condo, puis c'était un promoteur, puis il a pris le notaire du promoteur, je ne me suis pas émissé là-dessus, puis je pense que c'est une meilleure protection. Parce que c'est lui qui contrôle les coûts, c'est lui savoir s'il y a des hypothèques légales, c'est cette notion-là de construction, quand ça va être prêt, tout ça. Donc, je pense que c'est normal que le promoteur choisisse le notaire en partant. OK? Parce que, pour commencer, c'est ce notaire-là avec déclaration de copropriété, etc. Ça peut arriver des exceptions. Moi, je refuse quand c'est un condo neuf puis un promoteur avec un notaire attitré. Je n'appelle même pas le notaire. Envoie-moi le papier, je vais y vérifier si tu veux, je vais y lire, mais à part de ça, c'est tout. Donc, je ne m'émets pas là-dedans. Ce n'est pas dans les us et coutumes, puis je pense que le client est plus protégé à cause de savoir si les travaux ont été terminés, si tous les sous-traitants ont été payés. C'est plus fatigant pour nous autres. Un condo neuf, c'est bien différent. Quand il vient chez nous, c'est bien différent. D'accord? Je sais pas. Pour choisir le notaire, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça dépend s'il y a un courtier immobilier ou il n'y en a pas. Donc, parce que quand il n'y en a pas un, bien là, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour nous parce qu'il n'y a peut-être pas tous les documents. Il faut s'enquérir de tous ces documents-là. Okay. C'est sûr qu'on va commencer à faire l'examen des titres, mais quand il fait le notaire, qu'est-ce que je vous dis, c'est juste ça que je peux faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On lui dit bonjour, puis on lui demande un paquet de questions. Okay. Donc, la transaction pour un notaire avec un courtier, on va diriger une prochaine question pour Marie-Pierre, mais pour un notaire, c'est sûr que c'est plus ficelé quand on a un courtier sur le dossier que deux personnes qui se transigent une unité ensemble. Normalement. Okay. Il y a toujours des exceptions. D'accord. OK, mais normalement. Ils sont rares. Hein? Pardon, ils sont rares? J'en connais peut-être plus que vous, des courtiers. Non, mais ça dépend. Il y en a qui sont tous sur la coche. Là.
il arrive, les documents sont tous prêts. Il y en a d'autres, mais il y en a des particuliers aussi qui sont tous sa coche qui arrivent aussi. Mais avec un courtier, normalement, on devrait avoir moins de difficultés. On devrait avoir les documents, on devrait avoir au moins le nom des administrateurs, un paquet de livres. Normalement, un courtier nous donne toute la. Vous arrivez avec un document, il nous les envoie et on regarde. Okay. De toute façon, il peut m'envoyer tous les documents, les titres, mais on va aller au bureau de publicité des droits, on va chercher. On est très, je ne sais pas, on avait ça Thomas, on veut voir, puis on veut toucher. Parfait, excellent. La question pour Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre. Quand on a comme courtier, comme vous, une unité qui nous arrive, bon, Madame Mayotte, je veux mettre mon condo à vendre, qu'est-ce qui se passe? Que la balle est dans le camp de qui? Du syndicat, du copropriétaire, de vous? Comment ça fonctionne? En fait, le courtier va s'asseoir avec le vendeur, qui est le copropriétaire, et on va lui remettre une liste de tous les documents à sortir. Parce que ce n'est pas tout de remplir un contrat de courtage de vente, mais ensuite, il y a la déclaration du vendeur qui va annoter toutes les... la sécheuse est inclue, mais à date, elle fait du bruit. Il y a déjà eu une infiltration d'eau dans le salon. Il faut tout annoter dans la déclaration du vendeur. Mais tous les documents qui sont les procès-verbaux des 3 dernières années, les règlements de l'immeuble, le certificat de localisation. Puis souvent, il y en a qui n'ont plus de certificat de localisation où ils datent de plus de 10 ans. Bien, à ce moment-là, il faut en commander un nouveau. Alors, une fois qu'on s'est assis avec eux autres, on a démontré on leur a remis toute la liste de documents. Souvent, premièrement, ils font le saut. Oui. Et il faut expliquer pourquoi. C'est parce que l'acheteur achète un bien qui est quand même très important, ce n'est pas donné, et il doit être informé de qu'est-ce qu'il achète et des règlements de l'immeuble, parce que c'est en copropriété qu'on vit, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner, moi, je parle beaucoup en exemple parce que souvent, je trouve que c'est plus concret. Dernièrement, j'ai une dame qui voulait faire une offre d'achat sur un condo que j'avais en inscription à Saint-Lambert. Et à première visite, elle adore et tout ça. C'est sûr que dans la visite, je ne lui demande pas, avez-vous un chien? Ça ne me vient pas. Alors, on visite. Le condo est parfait pour elle. Elle adore et tout. Par après, elle me rappelle, elle dit, écoutez, elle dit, je suis intéressée, vraiment. J'ai dit, voulez-vous que je vous envoie les documents? Fait que j'envoie les documents pour qu'elle se familiarise avec le condo, qu'elle soit informée des règlements. Bon. Et là, en parlant des règlements, elle me dit, mais vous savez, moi, j'ai un chien, est-ce qu'il accepte les chiens? J'ai dit, oui, il accepte les chiens, mais il doit être de 30 livres et moins. Et là, elle dit, je ne comprends pas parce qu'elle dit, j'en ai visité un autre condo qui est voisin, puis eux, il n'y avait pas de restriction. Mais c'est ça. Là, alors là, il faut que tu expliques. Puis, comme disait tantôt, je pense que c'est Maître Leblond, Maître Forget, l'importance à l'acheteur de lire avant de signer la promesse d'achat les règlements de l'immeuble et de lire la déclaration de copropriété. Je pense que, les règlements, je pense que c'est la chose la plus importante dans un achat, en ce qui me concerne. Et des fois, on trouve les condos très stricts et très sévères, mais il faut comprendre que c'est presque normal d'avoir des normes dans un condo. Je m'interrogerais, pas avoir de normes, ça me fatiguerait plus que trop de normes. Parce que vous allez voir que si vous tombez sur un voisin qui est fatiguant et qu'il n'y a pas de normes, vous allez déménager. C'est aussi simple que ça. Fait que je pense que les règlements, je pense que c'est primordial. Je suis d'accord avec ça. Puis, ça ne se fait pas à la dernière minute. Je pense que ça se fait au moment de l'offre d'achat ou entre les deux, puis etc. Tout à fait. Bon point. Ça m'amène à poser, Marie-Pierre, je vais revenir à vous tout à l'heure. Ça m'amène à poser à Maître Leblond une question. Par exemple, quelqu'un, puis là, on met l'accent sur la lecture de la déclaration, la lecture de la réglementation. Je suis d'accord avec Maître Forget pour être dans l'industrie de la copropriété beaucoup d'heures par semaine depuis plusieurs années de ma vie. Je crois qu'il faut comprendre dans un premier temps ce que c'est que la copropriété. Donc, il faut vraiment être sensibilisé à ce type d'habitation et s'informer comme il faut.
Et je pense que dans un premier temps, l'animal de compagnie vient avant le barbecue. Est-ce qu'on a le droit au barbecue ou pas? Mais l'animal de compagnie, pour les gens, c'est très important, puis je le comprends. Comment on fait, Maître Leblond, si jamais on a on a signé une promesse d'achat, puis on vient de se rendre compte que le règlement dit qu'il n'y a pas de droit au chien? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment ça fonctionne? Ça va dépendre, en fait, si vous le saviez au moment où vous avez signé votre promesse d'achat. Parce qu'il y a certains acheteurs qui vont demander, avant même de signer une promesse d'achat, d'obtenir les documents relatifs à l'unité qu'ils convoitent, donc la déclaration de copropriété, les règlements et tout ça. Si je reçois ma déclaration de copropriété puis qui est écrit en lettres noir sur blanc, les chats sont autorisés, mais pas les chiens, et que moi, ma conjointe et notre pitbull terrier, on décide de quand même signer une promesse d'achat, je vais être très mal pris pour essayer de m'en tirer par après en disant que je n'avais pas réalisé, alors que c'est écrit dans le document. Inversement, si ces documents-là ne sont pas en ma possession au moment de faire ma promesse d'achat, généralement, la promesse d'achat est conditionnelle à la réception et à l'étude des documents relatifs à la copropriété, qui sont généralement énumérés, mais on parle souvent Souvent, ça ressemble aux états financiers, au budget, au règlement, au PV des 3 dernières années, ainsi de suite. Et si on découvre quelque chose qui n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, on peut exercer généralement un droit de retrait. Il y a une certaine procédure à suivre qui est prévue au formulaire de l'OACIQ, si on utilise les formulaires de l'OACIQ, évidemment, mais même les formulaires du proprio de ce monde ont des mécanismes similaires. Mais l'important, évidemment, c'est qu'il faut quand même avoir fait sa diligence raisonnable avant même de faire sa promesse d'achat. Parce qu'une offre d'achat devient une promesse dès qu'elle est acceptée. Et il ne faut pas non plus que le vendeur qui a offert d'acheter sans vraiment regarder, qui a offert d'acheter à l'aveugle, se retrouve un peu avec le bras pris dans la cage à homard et n'ait pas fait ses vérifications diligentes alors que l'information était disponible. Excellent. Merci beaucoup. Je vous amène une question. Je la lis en même temps. La personne dit, moi, je trouve que certains ou certaines notaires ne portent pas attention à la déclaration de copropriété. Ils oublient de transmettre de précieux nouveaux documents aux nouveaux acheteurs. Donc, je pense que Maître Forget, ça va vers vous. Mais on a, je pense, une réponse qui vient d'être donnée par Marie-Pierre aussi, par Maître Leblond, en disant qu'il y a quand même une certaine responsabilité qui revient aux acheteurs et non pas aux notaires de faire la lecture. Oui, avant même de lancer la balle à Maître Forget, on en discutait entre nous tout à l'heure avant le début de la conférence. C'est pas rendu chez le notaire avec le crayon dans la main qu'il faut lire la déclaration de copropriété. Si vous êtes rendu jusqu'à la ligne d'arrivée, vous devez déjà l'avoir lu, vous devez déjà avoir fait votre diligence. Je comprends qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont différentes notions, conceptions de ce que le notaire devrait faire lors de l'acte de vente, mais quand il vous fait signer un acte où vous déclarez que vous avez pris connaissance de la déclaration de ces règlements et que vous vous engagez à les respecter, ça veut dire que vous les avez déjà lus avant même d'entrer dans le bureau du notaire. Ce n'est pas la dernière étape qu'il faut s'engager, alors que techniquement, on est déjà lié par une promesse. Donc, c'est la perspective d'avocat, tout le moins. Mais moi, je pense que c'est acheter un condo sans lire la propriété, c'est comme acheter une maison sans la faire inspecter. C'est l'équivalent. Puis en jurisprudence, je ne suis peut-être pas dans un condo, mais en jurisprudence, quand tu ne vas pas inspecter ta maison, tu pars avec le juge va dire, écoute, tu étais nonchalant, c'est la même chose. Nous, on s'obstine souvent à avoir une déclaration de copropriété conforme, copie conforme. On se fait engueuler tout le temps, mais c'est sûr qu'on la demande, une originale, qu'on la remet au client. Puis on a souvent des engueulades, le vendeur ne va pas nous le donner, etc. Mais on ne déroge pas de ça. On demande une copie de la déclaration de copropriété. On n'a pas le choix. Mais on la remet. Mais le notaire, je pense que c'est de regarder du côté légal. Mais les règlements, je pense qu'on ne les regardera pas. Puis, moi, savoir si tu peux te promener en costume de bain d'un corridor, c'est ton problème, c'est pas le mien. Tu dois te promener avec un chien dans tes bras ou le promener. Tu dois te laver l'auto dans le garage ou pas le laver. Ça, je pense que c'est des règlements, c'est pas à nous de le dire. Je veux dire, moi, je n'irai pas vous dire quand faire votre lavage chez vous. C'est la même chose là-dessus. Tu dois te faire marcher à la laveuse après 11 heures ici. Mettez tout ce que vous voulez. C'est des conditions essentielles. Puis c'est à vous autres de le lire. Si la personne me demande de lire pour eux autres, on va sortir les points. Mais ça ne fait pas partie du mandat du notaire au moment d'un achat. Parce que si on commence à lire les déclarations de propriété, bon, on peut les lire en diagonale, mais il y a toujours des petits points. Tu comprends-tu? On met une négation en classe, tu es responsable
de payer les fenêtres de remplacement. Non, je ne suis pas responsable ou je suis. Des fois, c'est juste une négation à nous et ça fait toute une différence. Donc, je pense que l'acheteur, il y a un petit peu, il faut qu'il fasse quelque chose. Puis souvent, l'agent d'immeuble peut y aider. Ça, si ça est temps. Mais je vous dis ça de même. Mais normalement, l'agent d'immeuble le fait, puis il donne des détails. Puis Le courtier doit le faire toujours. C'est notre rôle. Parfait. OK. Donc, mais tu sais, nous autres, on arrive au bout de la ligne. On ne le sait pas. La vente est faite, il a signé, il est allé à la banque, on reçoit ça, puis j'achète. Nous, on regarde, par exemple, s'il y a des erreurs dans la déclaration de propriété, dans un code part, ça peut arriver. Il y a des choses, la destination de l'immeuble. Mais on n'a pas, en tant que notaire, la rédaction, on met beaucoup de choses. Mais en tant que légalement, on fait juste certains points lorsqu'on fait une transaction. Si je peux mettre une métaphore, c'est quand on est rendu chez le notaire, c'est comme quand on atterrit dans notre voyage. C'est pas rendu devant les douanes qu'on doit réaliser qu'on n'a pas lu notre passeport, qu'on n'a pas nos affaires avec nous. Si vous êtes rendu à avoir le crayon dans la main, vous êtes supposé déjà avoir fait votre diligence raisonnable. Vous avez promis d'acheter une unité de copropriété, vous avez demandé des documents, vous avez vraisemblablement obtenu. Si vous n'avez pas obtenu, vous êtes devant chez le notaire. Si vous avez accepté de signer quand même, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que le notaire prenne un rôle de soupape de sécurité, de prendre vraiment l'acheteur par la main et de lui faire lire la déclaration au complet, alors que s'il est rendu là, c'est normalement qu'il a déjà accompli cette étape-là. Et je ne pense pas que c'est le notaire, évidemment, doit s'assurer que l'acte de vente est bien compris, qu'il est complet, qu'il est exact et tout ça, mais il n'a pas besoin, quant à moi, d'aller plus loin que de confirmer auprès de l'acheteur que vous avez la déclaration qui est faite à l'acte de vente, que vous avez lu la déclaration de propriété et ses règlements et vous engagez à la respecter. Une fois, je suis d'accord avec un avocat. Une fois par pleine lune. C'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un courtier immobilier, parce que le courtier immobilier, ça fait partie de son travail, de s'assurer que vous ayez tous les documents en main, que vous les compreniez et qu'il vous satisfait. Et le courtier, normalement, il va les lire avec vous, puis il va vous mettre en lumière les points importants. Ça, c'est important, Marie-Pierre, parce que, premièrement, pour être là-dedans à journée longue, moi, je suis d'accord. Une déclaration de copropriété, c'est un bon somnifère, en fait, si on veut s'endormir le soir. Ça dépend qui, ça dépend pour qui. On s'entend. Non, mais il peut y avoir une jouissance intellectuelle en lisant une copropriété. M'excuse, là. Hein? Je suis d'accord. On est des avocats et des notaires. Notre lecture de chevet est en papier format légal. Exactement. Mais trêve de plaisanterie, le courtier peut exactement cibler la plupart du temps les règlements qui vont être beaucoup plus problématiques, comme les chiens de barbecue. Est-ce que j'ai le droit à une voiture électrique? Parce que là, c'est quelque chose de nouveau aussi qui commence à être très populaire. Et dans les copropriétés qui sont plus anciennes, les gens qui ont une auto électrique, puis ils vont chez les notaires, qui sont rendus à signer, puis en fin de compte, ils ne peuvent pas se connecter dans l'immeuble parce que l'Assemblée n'a pas passé ce règlement-là. Ça devient un gros mandat pour l'agent, le courtier immobilier. Je suis d'accord avec vous, Marie-Pierre, ça prend des professionnels et je crois que c'est très important d'être bien encadré dans ce travail-là. Les bornes électriques, c'est un excellent exemple parce qu'on voit beaucoup de gens qui vont demander aux vendeurs directement pendant la visite ou un peu plus tard au cours de la transaction. Mais moi, j'ai une voiture électrique, est-ce que je vais pouvoir en installer dans mon garage? Ah oui, il n'y aura pas de problème. Mon voisin a un tel. Mais attendez, il n'y en a pas nulle part. Si on relit les 3 dernières années des procès-verbaux des réunions, ils n'en ont jamais parlé nulle part. C'est parce qu'il y a un problème. Tandis qu'à d'autres places, ça fait 1 an qu'ils en discutent, qu'il y a déjà des options. C'est pour ça qu'il faut lire les documents. Moi, je demeure dans un condo et il y a 200 places de stationnement, il y a 3 bornes électriques. Et si tu peux avoir une borne électrique, tu es obligé de le brancher auprès de ton compteur. Puis, ça ne se branche pas juste comme ça. Ça prend un électricien, ça prend des boîtes, etc. Et ça devient très complexe. OK? Puis, c'est pas sûr que les condos
Les condos plus âgés, ils vont mettre un fil, un système pour tout le monde. Ça coûterait une fortune. Et même les condos, certains condos neufs n'en ont pas plus qu'il faut. À l'achat, ça serait intéressant de dire au promoteur, mets-moi une borne. Si tu ne demandes pas à l'achat, je pense que tu vas avoir un problème éventuellement. Okay? En fait, le problème va coûter 5 000 à régler. Exactement. Je parle par expérience. Oui, tout à fait. Puis, vous avez raison, Maître Forget, parce que les gens, comme gestionnaire de copropriété, nous, on est obligés d'organiser ce genre de réglementation-là, de demander l'aide des avocats comme l'équipe de Maxime pour préparer un règlement, présenter ce règlement-là à l'Assemblée, le faire voter avec la majorité qui est exigible. Après, ça veut dire qu'il y a du travail là-dedans. Et après ça, le copropriétaire doit effectivement investir beaucoup de sous. Donc, on parle entre, moi là, dans le standard, ça doit être entre 5 et 7 000 par borne. Parce que vous avez raison, on installe une borne, on amène du filage, on a une borne, on a un boîtier de délestage. C'est toute une technique qui est spéciale. Mais si, dans une transaction, moi, je sais que j'ai besoin de brancher ma voiture à tous les soirs, bien, je suis aussi bien de chercher un immeuble où je sais très bien que je pourrais, moyennant un léger supplément, peu importe le montant, installer une borne. Alors, oui, bon point. Il faut que ça soit fait avec... le condo, il faut toujours penser que c'est l'intérêt commun. Fait que tu ne peux pas brancher ça tout croche. Je pense que c'est ça qui est dangereux. Donc, il faut que tu aies souvent une personne désignée, puis etc. Je pense que c'est la norme. Fait que, mais les bornes électriques, là, ça va être ton futur gagne-pain, Maxime. Effectivement. Mais ce que je trouve intéressant, on parle des bornes électriques, puis on parlait tout à l'heure des chiens. Ça revient toujours ultimement au fardeau qu'a le vendeur, pas le vendeur, l'acheteur de se renseigner adéquatement. Quelqu'un qui possède une Tesla aujourd'hui ne peut pas croire à l'état du marché actuel qu'il peut la brancher n'importe où, n'importe quand. Ça fait partie des vérifications de ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va pouvoir brancher sa voiture dans le garage? De la même manière que j'ai beaucoup de difficultés à penser que quelqu'un qui a déjà vécu en appartement ou qui a acheté sa première propriété ne peut pas ignorer que ce ne sont pas tous les immeubles qui permettent les animaux. Parce que c'est vrai en copropriété, mais c'est vrai en locatif aussi. Ça fait partie pardonnez l'anglicisme, c'est le fameux due diligence. C'est de s'assurer que la propriété qu'on se propose d'acquérir répond non seulement à nos besoins, mais également aux particularités de nos besoins. Et c'est là, je pense, que le rôle de courtier-courtière devient important parce qu'ultimement, courtier-courtière, c'est l'intermédiaire entre la demande d'une part et l'offre de l'autre et s'assurer que l'un et l'autre correspondent et peuvent correspondre aux besoins et aux attentes réciproques. Bon point, Maître Leblond. Marie-Pierre, ce que Maître Leblond vient de dire, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut dire que le courtier représente les deux parties? Ben non. C'est très rare que ça l'arrive et dans un monde idéal, ça n'arriverait pas. OK. Ça va arriver si, disons que j'ai un condo à vendre et il y a un acheteur qui appelle puis il n'y a pas de courtier. Okay. Là, à ce moment-là, je vais m'occuper des deux. Moi, selon mon code de déontologie, je travaille pour le mieux pour mon vendeur et je travaille pour le mieux pour mon acheteur. Alors, c'est là que ça devient plus complexe et qu'on devient extrêmement soucieux du détail. On veut s'assurer que les deux sont au courant de tout, et on devient très transparent. Ben, en fait, on est toujours très transparent, mais là, les deux sont conscients qu'on travaille pour les deux. Ça va être... honnêtement, ça m'est jamais arrivé que ça a été problématique. Ça peut être problématique dans des cas de négociation et que là, l'acheteur ou le vendeur va avoir l'impression, souvent, c'est qu'une question de perception, mais il va avoir l'impression que tu es plus favorable avec l'autre partie. Alors, c'est très important de rester neutre dans tout ça et d'y aller seulement avec les faits. Mais, comme je disais tantôt, d'être extrêmement transparent, de tout communiquer les éléments. Okay. Donc, on pourrait arriver toutes les deux vers vous. Vous avez le mandat de vente, puis moi, j'arrive, je vais acheter un condo, ça peut se faire. Puis, on peut aussi arriver avec nos courtiers, puis le courtier va appeler l'autre courtier, puis ils vont faire la job en même temps. OK. OK, merci beaucoup. Parfait. J'ai une question d'une auditrice qui est quand même très importante. Je ne sais pas si c'est Maître Forget ou Maître Leblond qui peut répondre, mais
c'est important aussi de connaître la différence entre l'acte constitutif et le règlement de l'immeuble. On connaît tous la réponse, mais qui voudrait préciser ça à nos auditeurs ce soir? Parce que vraiment, c'est une déclaration de copropriété, c'est lourd, c'est gros, c'est fastidieux, mais il y a une grande différence dans la question qui est posée. Je peux la prendre si vous voulez. Dans une déclaration de copropriété postérieure au 1er janvier 1994, elles sont structurées en 3 parties. C'est-à-dire que dans un seul document, on a 3 grands intitulés. Le premier intitulé qui est l'acte constitutif, le deuxième intitulé qui est le règlement de l'immeuble, et le troisième intitulé qui est l'état descriptif des fractions, que la vaste majorité des gens ne lisent pas. Et ce n'est pas nécessairement pertinent pour les fins de ce soir. Le règlement de l'immeuble, c'est, pour le prendre à l'envers, c'est là où se trouvent toutes les règles relatives à la jouissance et aux conditions d'exercice du droit de propriété dans votre partie privative, dans les parties communes à usage restreint. C'est généralement ce qui touche vos droits d'existence et d'activité à l'intérieur de la copropriété au jour le jour. C'est ce qui vous touche généralement le plus directement. L'acte constitutif, qui est la première partie, c'est généralement des dispositions plus larges et qui servent à établir la copropriété en tant que mode de propriété. C'est là qu'on va retrouver notamment les quotes-parts, les règles relatives à la responsabilité pour les charges, par exemple, parties communes à usage restreint. C'est là qu'on va définir quelles sont les parties privatives, quelles sont les parties communes, quelles sont les parties communes à usage restreint. Et c'est là aussi qu'on va définir c'est quoi leur destination. Donc, c'est quoi leur vocation en termes d'utilisation et d'affectation, entre autres. C'est assez complexe comme notion de destination de l'immeuble, mais pensez-y comme suit. La partie 1, la constitutif, c'est ce qui crée une copropriété. Donc, cette copropriété. Le règlement de l'immeuble, c'est ce qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire dans cette copropriété. Mais c'est important de bien comprendre et de bien lire la constitutif parce que c'est quelque chose qui est très rigide. C'est quelque chose qu'on ne modifie pas aisément. Depuis le 10 janvier 2020, la modification de la constitutif, ça requiert un vote à 75% des voix présentes et représentées en assemblée et un acte notarié publié en minute auprès du notaire et publié au registre foncier. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Le règlement de l'immeuble, c'est quelque chose d'un petit peu plus en état de fluctuation, disons, parce que l'Assemblée peut le modifier de temps à autre en y ajoutant des éléments, en y modifiant des éléments, en enlevant des éléments par un simple vote à la majorité absolue, donc 50% plus 1. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans l'acte constitutif qui est contraire à ce que vous entendez faire de votre partie privative, les chances que vous puissiez le modifier ultérieurement après l'achat sont assez infimes, surtout que généralement, ce qui est dans la constitutif, c'est des choses assez majeures comme la destination, comme les quotes-parts et ainsi de suite. Donc, cette nuance-là est importante. Ce n'est pas nécessairement une nuance qui est évidente quand on lit la déclaration de copropriété, mais elle est là quand même. Moi, je pense que dans la rédaction, dans certains cas, mais dans l'acte constitutif, certaines choses qu'on veut être sûr qui ne seront pas changées facilement. Présentement, j'ai un client qui est en train d'investir, donc une partie commerciale, une partie résidentielle, 2 propriétaires. L'un va avoir va avoir 26% du condo, l'autre. Fait qu'on voudrait peut-être mettre dans l'acte constitutif des choses qu'on va être sûr qu'il ne pourra pas changer avec la majorité. C'est clair, c'est comme ça. Fait que quand on veut quelque chose, qu'on tient à quelque chose, souvent on va le mettre dans l'acte constitutif. Peut-être pas dans la destination, une raison, quelque chose comme ça, c'est là-dedans qu'on le met. Pour être sûr que ça va tenir la route. Là. Surtout quand c'est du résidentiel et du commercial. Tu ne veux pas que l'immeuble soit délabré. Au lieu de le mettre dans les règlements, tu vas le mettre dans la constitutive. Pour que la bâtisse n'ait pas d'allure. À un moment donné, qu'un commerce qui est en bas, puis tout le monde entrepose leur pneu à neige sur le balcon, puis ils étendent le linge sur le bord du balcon. Alors, tu ne veux peut-être pas ça si tu es le propriétaire en bas. Fait que tu mets des choses un peu plus restrictives là-dedans. C'est sur ce bord-là. La constitutif, c'est le noyau dur de la copropriété, essentiellement. C'est ce que l'on peut présumer qui ne changera pas ou qui ne changera pas avec une fréquence particulière. Question, parce que Maître Leblond, vous avez dit quelque chose qui est intéressant, je pense qu'il est important de préciser, dans le sens où quand on a une modification à faire maintenant, ça a changé justement depuis janvier 2020, pour enregistrer le règlement qui serait dans la Constitution. Comment un syndicat fait faire ça par qui? Par un avocat, par un notaire? On peut penser, ça coûte combien faire ça? Parce qu'il
les gens se posent la question, oui, mais là, si je pour passer un règlement qui est dans l'acte constitutif, ça va me coûter cher. Puis vous savez, c'est le noyau de la guerre, c'est les sous et tout ça, là. C'est sûr que généralement, modifier la Constitution, c'est quelque chose qui coûte cher. Je ne parlerai pas d'un règlement de la Constitution parce que ça peut porter à confusion avec le règlement qui est une section à part. Là. Mais généralement, la façon de faire, c'est qu'on prépare déjà un projet de modification à la déclaration de copropriété, donc à l'acte constitutif, qu'on joint à l'avis de convocation de notre Assemblée et qu'on fait voter. Ici, on a obtenu le 75% des plus un des voix présentes et représentées. On envoie le PV, la résolution, on envoie tout le package à un notaire qui va s'occuper de la suite. Évidemment, la question, c'est qui prépare le projet de modification. La loi ne précise pas quelle forme doit prendre le projet. Est-ce que ça doit être un acte notarié prêt qui mange juste une signature? Est-ce que ça va être quelque chose de plus vague? Ce n'est pas nécessairement clair. Ça fait partie des services qu'on offre occasionnellement, là, de préparer des projets d'actes modificatifs où on écrit en gros set en tête que c'est sujet à révision et approbation par le notaire instrumentant éventuellement. Mais parfois, en termes de coût, ce qui va être préférable, c'est de faire affaire directement avec un notaire, étant donné que si, par exemple, je prépare un projet d'acte modificatif pour un client, le client le fait voter en assemblée, le client veut ensuite le faire publier, le notaire qui va recevoir le projet ne mettra pas sa signature à l'aveuglette. Il va refaire une partie du travail que j'aurais fait, donc le client se retrouve à payer en double plus souvent qu'autrement. Donc, souvent, la façon de faire, quant à moi, c'est d'abord d'aller voir, d'abord de s'assurer qu'il y a une chance que ça passe, parce qu'on ne perdra pas d'argent et du temps si on n'a aucune chance que ça passe. Une fois que c'est fait, que le CA aille voir, consulter un notaire, préparer un projet d'acte modificatif, prépare ce projet de document d'assemblée, convoque l'Assemblée, consulte l'Assemblée, tient son vote. Si ça fonctionne, se rapporte vers le notaire pourra terminer le processus. Quant à ce que ça implique de terminer le processus, je m'en remets à Maître Forget. Je n'ai jamais été impliqué de ce côté-ci du rideau, mais c'est comme ça que je suggérais de procéder. Là. Sinon, il y a un dédoublement des coûts souvent entre l'avocat et le notaire pour ce genre de projet-là. Qu'est-ce que Maxime a dit? C'est à peu près comme la réécriture des déclarations de copropriété. Oui. Et ou de passer un règlement. Moi, quand quelqu'un m'appelle une réécriture, je dis, ben oui, on va te la faire. Puis, il n'y a aucun problème, mais j'aimerais ça que tu commences à faire accepter par tes gens que par le conseil, les copropriétaires, comme quoi ils veulent une écriture. Parce que si on commence à te charger, puis ça ne passe pas, bien, tu vas te retrouver devant rien. Fais commencer à approuver le projet, fais l'approuver, puis après ça, on va le faire. Je pense qu'il y a une méthode de préparation. Tu n'arrives pas de même, tu dis, bon, mais on a réécrit la déclaration, voici, signez-la. C'est pas le même que ça marche. Je pense que ça se prépare longtemps d'avance. Hein? C'est pas. C'est presque une communauté. Il faut que les gens soient d'accord. Il faut trouver un consensus parce que tu ne peux pas imposer ta vision. Le consensus est bien important. Je pense qu'il faut y aller mollo. Mais c'est pas juste un acte juridique, c'est un acte d'abord et avant tout politique. Donc, avant de faire les frais et les délais de claquer le processus d'une modification d'acte constitutif, minimalement, il faut s'assurer qu'elle a une chance de passer. Parce que sinon, malheureusement, c'est de l'argent qui va sortir par les fenêtres. Mais on est confronté à ça beaucoup ces années-ci. On commence à se faire comme gestionnaire poser la question. Notre déclaration, elle est vieille. Vous savez aussi qu'on a beaucoup de syndicats qui sont avant 1994. Donc, les déclarations sont vraiment désuètes. Et ça devient difficile de dire aux gens ou à un courtier immobilier, je vends une propriété, mais la déclaration est presque plus à jour. Je comprends, puis je le sais, je suis là-dedans. C'est un travail de moine de faire passer l'investissement de refaire une déclaration de copropriété. Déjà, les syndicats sont tiraillés par l'argent dans le fonds de prévoyance, carnet d'entretien, ces choses-là. Mais, Maître Forget, on peut penser à combien d'investissements pour mettre un règlement à jour pas un règlement, mais une modification de la Constitution. Je sais, j'oserais pas dire un chiffre parce que moi, il y en a des gens qui sont bien. Ils arrivent le règlement, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Puis on n'a pas de problème. Mais c'est toujours quelqu'un qui dit je veux ci, envoie un email, envoie un autre. On se retrouve avec 50, 60 emails. On vend du temps. Fait que c'est difficile de dire, quand quelqu'un sait qu'est-ce qu'il veut, là, on n'a pas de problème. Mais quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, c'est là que ça commence. Il y en a toujours un qui dit, ben c'est pas ça, je veux bien un mot, change un mot, puis rien. Donc,
je veux, là, mais donner un prix là-dessus, il n'y en aura pas un pareil. Tu comprends-tu? Puis là, regarde, en parlant de ça, quand tu fais un changement constitutif, tu t'arranges si tu as 200 condos, tu dis, bien, il faudrait que tu émettes une copie parce qu'éventuellement, quand ils vont vendre, ils vont en demander une, puis une copie, ça coûte 150$. Mais tu sois maintenant, tu fais un acte constitutif, mais tu en as besoin de 150 copies et tu as distribué à tout le monde. Fait que comme ça, vous ne ferez pas accuser de dire, bien, je n'ai pas de déclaration pour. Quand on fait une modification de la déclaration, bien, on fait une reconstitution, on dit, bien oui, ça en prend une pour tout le monde, puis on la charge, puis on la donne. On ne dit pas à ceux qui veulent la payer, on s'arrange que ça soit dans le prix, puis on la distribue. Tout est reculaire comme ça. Ouais. Quand ils vont revendre, ils vont en avoir le besoin, fait qu'on évite ça. Fait que je pense que ça, c'est déjà en partant, ces frais-là, puis quand tout le monde a sa copie, ça va très bien. Il n'y a personne qui se fait critiquer, surtout le gestionnaire. C'est et de plus, c'est que vous savez comment ça fonctionne, les syndicats de copropriété. Il faut arriver avec un package deal parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre si on explose le projet de changer la déclaration. Il faut vraiment qu'il y ait un prix qui soit le pire des pires, mais au moins ils sont d'accord avec ça, comme vous avez dit. Ils ont l'Assemblée générale derrière eux qui dit, regardez, on n'a pas le choix, il faut le faire. Puis, ça aide aussi à faire respecter les lois parce que… Une déclaration, ça change, mais c'est qu'après, comme une convention d'actionnaire ou n'importe quel contrat, quand les gens savent et sont arrivés avec des points bien précis, c'est facile pour un juriste de le faire. Mais quand il faut les faire accoucher, puis les faire régler la chicane, puis là, on n'en sort plus. OK, bien, c'est pas, je pense qu'en tout cas, c'est pas ça, c'est peut-être ça le rôle d'un juriste, c'est pas nécessairement les faire accoucher, mais il faut qu'il y ait une discussion maison avant, puis qu'ils sachent exactement qu'on ait un canevas de travail, puis on veut telle modification, puis là, on va dire, bien non, ça n'a pas de sens, cette modification, ça va à la compte de tel article. Oui, ça va ça, tu as oublié ça. Là, ça va bien, mais il faut qu'il y ait un débroussaillage de fait par les gens. On ne les prend pas OK, je pense qu'il faut qu'ils s'aident eux autres même. S'ils ne s'aident pas, bien, il faut qu'ils s'attendent à ce que ça coûte une fortune. Et ce n'est pas agréable de travailler là-dedans parce qu'on recommence, on défait, on recommence, on défait. Il y en a qui aiment ça, là, travailler à l'heure puis des piliers, mais c'est pas valorisant pour nous autres. C'est le fun quand tu arrives à une structure et on discute de points de droit bien précis. Parfait. Excellent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Les élevés, là, moi, quand quelqu'un me demande ça, j'ai 2 enfants, je les ai élevés, j'en élève plus d'autres. Prends-toi-même. Bon point. Je vais revenir avec Marie-Pierre plus sur on a bifurqué sur la déclaration qui fait partie de la vente. Marie-Pierre, vous avez comme courtier immobilier un formulaire qui s'appelle le DRCOP. Oui. Donc, ça, chaque courtier immobilier est obligé de remplir ça pour une transaction. En fait, ce n'est pas le courtier qui le remplit. OK. C'est toi. C'est vrai. C'est vrai. Et merci de me ramener à l'ordre. J'en remplis avec mon adjointe plusieurs. En fait, vous êtes obligé de demander au syndicat. Ce n'est pas un formulaire obligatoire, hein? Je vais juste corriger ça. C'est un formulaire fortement recommandé. OK. La majorité des courtiers vont l'utiliser parce qu'il est rempli d'informations extrêmement importantes que souvent même le vendeur n'est pas au courant. Genre, le fonds de prévoyance est à combien en date d'aujourd'hui? Y a-t-il des cotisations spéciales de voter? Oui. Parce qu'il y a des copropriétaires qui n'assistent pas aux réunions, qui ne lisent pas les procès-verbaux. Quand ils vendent, là, y a-t-il une cotisation? Non. Puis là, c'est quand tu fais sortir la documentation, puis que là, tu t'intéresses au document et que tu lis, attends, oups, un instant, oui, il y avait quelque chose. Alors, ce document-là est très important. Mais pourquoi, comme moi, je suis d'accord avec toi, là, puis moi-même, comme président d'entreprise en gestion de copropriété, quand un courtier nous appelle, nous demande un courriel, envoie-nous ton DRCOP, puis ça. Pourquoi je suis un courtier puis je ne ferais pas remplir ça? Y a-t-il une raison quelconque? Non. Non. OK, parfait. Mais vous, ça vous sert exactement de plan de travail parce que vous allez autour de ça informer votre copropriétaire. Oui, ça, c'est peut-être moins bon pour nous. Ça, c'est bon, etc., etc. Oui, il faut informer, c'est de l'information autant pour le vendeur, mais c'est surtout pour l'acheteur. Oui. En tant que courtier, tu veux t'assurer que tout le monde, les deux parties sont au courant, sont au fait des faits réels de la copropriété. Tout à fait. Et tantôt, avant qu'on débute, tu disais, on pose des questions
aux vendeurs. Qu'est-ce qui a été fait et tout ça. Et pour connaître le domaine, ben écoutez, il y a beaucoup de copropriétaires qui ont peu d'informations, tout ça. Est-ce que des fois, ça vous oblige de ne pas prendre un mandat parce que vous n'avez pas l'information? Est-ce qu'il vous manque d'informations du syndicat? Il y a des syndicats qui sont en autonome, des fois qui ont moins de disponibilité, moins, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moins d'infos. En fait, c'est là que ça devient très important pour quand un courtier va prendre une inscription d'une copropriété, de demander les 3 dernières années des procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle, des budgets, des états financiers et des lire et des passer à travers. Ça n'empêchera pas un courtier, le condo, le propriétaire veut le vendre, le courtier va l'aider à le vendre. C'est notre travail de le guider, de le conseiller, de l'accompagner là-dedans. Mais c'est notre responsabilité d'aller chercher l'information. Et l'information, elle existe quelque part. Puis la majorité du temps, vous avez raison, Valérie, le copropriétaire n'a pas l'information. Puis c'est comme l'histoire du chien. Moi, c'est vraiment un fait réel qui m'est arrivé. Le propriétaire était sûr que ça pourrait être correct. Puis, ben non, c'est pas correct pendant tout. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont peut-être pas correctes que tu n'as pas, Exactement. cherché. Et le courtier va mettre en lumière ces éléments-là, mais c'est notre responsabilité au courtier immobilier d'aller chercher ces documents-là, de les lire et de les faire lire à l'acheteur pour qu'il soit. Puis, je pense que je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est Maître Leblanc qui le disait tantôt. Ces documents-là, dans la promesse d'achat, sont demandés. C'est écrit noir sur blanc. Ça devient une condition à l'achat. Alors, le vendeur, s'il n'avait pas encore trouvé ces documents-là, puis il reçoit la promesse d'achat, c'est sa responsabilité de les trouver. Et le syndicat ou la compagnie de gestion a toujours ces documents-là. Parfois, ils sont très, comment je dirais ça, avares de commentaires dans les procès-verbaux. Ça ne dit pas grand-chose. Tu vois que c'est fait à l'interne. Politique. Exactement, exactement. Là, on a moins d'informations, mais on a quand même les éléments importants. OK, merveilleux. Il y a quelque chose qui s'en vient de très important, puis la question est pour Maître Leblanc. Avec le projet de loi 16, vous savez où je m'en viens, il y aura un document qui devra être mis à la disposition d'un éventuel acquéreur ou de copropriétaire. Moi, je suis dans la première à toujours dire lors des discussions sur ça, c'est aussi bon pour le copropriétaire actuel que celui qui veut vendre, que celui qui veut acheter. C'est au moins tu as un canevas de quelque chose qui va avoir de l'information qui va être colligé tout à la même place. Parce qu'actuellement, c'est un peu encore pas clair, dépendamment du courtier immobilier. Il nous demande l'étude de fonds de prévoyance, le carnet d'entretien. Il y en a d'autres qui ne le demandent pas. Il y en a d'autres qui demandent juste est-tu fait. On n'est pas rendu au point où il est suivi, parce que c'est important aussi. J'ai beau avoir ce dépôt de papier, mais si je ne le suis pas, ça ne fait pas ma copropriété une copropriété peut-être bien tenue. Fait que Maître Leblanc, qu'est-ce qu'on peut, à quoi ça va ressembler, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ce document-là? Qui va aider tout le monde au passage? Écoutez, avant de dire que le document va aider tout le monde, j'attendrai de le voir. Il y a bien des réformes législatives récentes qu'on se demande qui s'aident, mais blague et scepticisme mis à part, effectivement, l'article 1068.1 du Code civil du Québec, qui n'est pas encore entré en vigueur, prévoit que celui qui vend une fraction devra remettre au promettant acheteur ce qu'on appelle une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété, dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement du gouvernement. Et le règlement, il n'existe pas. Et entre vous et moi, je ne retiens pas mon souffle. Je n'ai aucune idée quand est-ce qu'il va être établi. Ça semble être assez bas là, dans l'ordre des priorités gouvernementales. Donc, à quoi est-ce qu'elle va ressembler, cette attestation sur la copropriété? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression, si je me fie, que je regarde dans ma boule de cristal, donc avec plusieurs caveats sous toute réserve, j'anticipe que ça risque de traiter notamment de l'état des finances, fonds de prévoyance, études de fonds de prévoyance, unité de référence, peut-être un historique de sinistre, le cas échéant, peut-être un historique de sinistre qui affecte la partie privative, les PV, les modifications réglementaires, certaines choses, mais à quoi ça va ressembler exactement, je ne sais pas. Et j'ai honnêtement pas tant l'impression que ça risque d'être quelque chose de si différent de ce qui est demandé dans le fameux formulaire des RCOP. Mais encore là,
sans avoir le règlement du gouvernement qui est annoncé à 1068.11. On ne sait pas exactement ce que le gouvernement a en tête. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que cette déclaration du syndicat relative à l'immeuble, c'est un changement de paradigme parce que jusqu'à cette réforme législative-là, en fait, la jurisprudence était très clairement à l'effet que le syndicat n'avait pas à se mêler de la relation acheteur-vendeur et même qu'il n'y avait pas l'obligation de remplir le fameux formulaire DRK. La jurisprudence était à l'effet que le syndicat n'a rien à faire, aucune obligation de se mêler d'une transaction, alors que là, on voit que le législateur a décidé qu'il y a quand même un certain rôle à jouer, notamment avec l'histoire de l'attestation. L'attestation ne vient pas, le vendeur doit la remettre, mais ce n'est pas lui qui la prépare, c'est le syndicat qui la prépare. Donc, on peut ajouter ça là, au menu des obligations additionnelles qui s'imposeront aux gestionnaires et administrateurs de copropriété. Mais qu'est-ce que ça va représenter? Ça, malheureusement, pour le moment, on ne le sait pas. D'autres questions que je dois vous poser. Un syndicat de copropriété qui se voit recevoir une demande d'un notaire pour instrumenter une vente, quel est le délai que le syndicat doit respecter pour retourner le formulaire? Après ça, je vais arriver à Maître Forget, mais quel est le délai avant qu'il soit pénalisé ou que la vente se fasse puis que le nouvel acquéreur soit responsable des charges impayées? Okay. Bien, si votre question vise particulièrement les charges impayées, sur réception d'une demande du notaire, de l'acheteur vraiment, demandant quel est le montant des charges impayées s'il existe, le syndicat a 15 jours pour répondre. S'il ne répond pas, et pour ceux qui ont la référence, l'article 1069 du Code civil du Québec, si le syndicat ne répond pas dans le 15 jours, le nouvel acheteur peut ne pas être tenu au paiement des charges qui seraient impayées. Donc, le syndicat n'aura pas de recours contre le nouveau propriétaire, il devra aller contre l'ancien. Ce qui est un paquet de troubles, évidemment, ce qu'on recommande fortement à tout le monde d'éviter. Et c'est une recette parfaite pour une chicane pour un nouveau propriétaire qui se ferait cogner à sa porte, être à cotisation spéciale et où, puis il fait répondre quelle cotisation spéciale. Par contre, un élément qui est important de préciser à ce sujet-là, parce que justement, j'ai eu un procès de longue durée là, en septembre-octobre où c'était une des questions à litige. Il faut comprendre que l'obligation qu'a le syndicat d'aviser le promettant acheteur qui en fait la demande du montant des charges, il doit lui indiquer quelles sont les charges impayées qui sont exigibles. Exact. S'il y a, par exemple, je ne sais pas, une cotisation spéciale qui est prévue dans 2-3 ans pour le toit, le syndicat n'a pas l'obligation de lui dire ce n'est pas encore quelque chose qui est exigible. Et donc, le propriétaire qui achète ne peut pas non plus prendre d'excuses du fait que le syndicat ne lui a pas dit pour refuser de la payer quand éventuellement elle est levée dans 2-3 ans. Par contre, il peut certainement le reprocher à son vendeur. Ça fait partie des informations et des renseignements que le vendeur doit livrer à son acheteur parce que c'est des éléments qui sont susceptibles d'affecter sa décision de se porter acquéreur ou non de sa partie privative. Parfait, merci. Maître Forget, 2 questions pour vous. La première étant, je comprends que ces temps-ci, vous êtes ultra occupé, puisque comme gestionnaire, nous recevons de plusieurs notaires différents de formulaires à remplir et que la transaction est pour demain ou hier. En moyenne, quand vous n'êtes pas trop surchargé, êtes-vous capable de respecter un délai raisonnable pour le questionnaire au syndicat, par exemple? Oui, nous, on ne passe pas de contrat sans... J'en ai une à vente là, récemment là, dans le commercial, le dossier un petit peu plus complexe. Et on refuse de passer le contrat si on n'a pas la demande du syndicat. On ne veut pas payer des frais des arriérages, déjà quand il y a des difficultés financières. On veut être sûr qu'il y a des frais. Donc, on le met. Normalement, ça dépend du gestionnaire aussi s'il répond. Oui. Hein, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste le notaire, le gestionnaire aussi. Oui. Oui, normalement, on met des délais. Ça fait partie de notre protocole. Quand on commence à monter le dossier, on écrit au nom de l'administrateur. Puis, deuxièmement, il faut avoir le nom de l'administrateur aussi. On ne l'a pas tout le temps. Fait que ça, c'est parce qu'on écrit à l'administrateur, au gestionnaire, on l'a. Donc, mais nous, ça fait partie des standards. On n'a pas le choix là-dedans. Okay? Mais on peut passer un délai de 5 jours. C'est-tu raisonnable pour un gestionnaire puis un syndicat? Oui, 5 jours, oui. Parce que normalement, on passe par on commence à monter le dossier. Le temps de signer l'acte de prêt, déjà signer l'acte de prêt, avoir l'argent, faire ci, faire ça, ça prend 5-6 jours. Tu sais, les délais aujourd'hui avec la pandémie, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent avec les banques, c'est un petit peu plus long pour avoir des renseignements. Tu comprends-tu? Juste pour avoir un solde, je pense que ça prend 5 jours pour une hypothèque. Que des fois, les débourser, c'est 3 jours. Après ça, donc, les délais aujourd'hui pour communautaire, on appelle ça des délais élastiques. On a un petit peu plus de misère à produire à des heures. Tu
compréhension. Il y a une question qui est en rapport avec le questionnaire du notaire. On dit qu'il y a des frais des gestionnaires, effectivement, et des syndicats qui ont compris qu'ils peuvent charger ça aussi. Donc, quel montant vous jugez raisonnable? Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique que ça peut coûter une demande? Je pense qu'ils chargent, je commence à voir c'est qui le paye. Souvent, dans le syndicat, ils font toujours payer le vendeur parce qu'il s'en va, ils n'ont pas l'acheteur, déjà en partant. Oui. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tu sais, 152 ans PS à peu près. Puis, ils chargent des frais aussi de déménagement tant à l'acheteur qu'au vendeur parce qu'il faut mettre les couvertures dans le ciel, etc. Mais tu sais, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est raisonnable pour moi. Le raisonnable, je pense que c'est au gestionnaire de dire c'est-tu raisonnable? Est-ce que j'ai l'impression que je m'engraisse ou c'est un prix raisonnable? La raisonnabilité, c'est pas. Moi, je reçois une facture, je la paye. Je ne sais pas quel ouvrage je faisais fait. Mais normalement, c'est peut-être dire, bien, le gestionnaire aussi à dire, oui, il y en a qui essayent de charger une fortune. C'est pas long, mais c'est ça. Mais je crois que pour répondre à votre question, avec mes collègues gestionnaires de d'autres sociétés, on travaille souvent ensemble sur plein de dossiers. Je pense que la moyenne est entre 200 et 400 $. Et de plus en plus, pour le gestionnaire, c'est comme n'importe quoi. On fait de plus en plus attention pour remplir ça de plus en plus professionnellement, de ne pas oublier d'informations importantes, comme Maître Leblond référé, est-ce qu'il y a une cotisation plus loin, etc., etc. Fait que c'est à peu près le prix du marché. Moi, je pense que si vous avez un projet de condo, c'est toutes les mêmes questions. Vous devez avoir c'est toujours les mêmes questions à peu près. Vous devez avoir un document préparé et un gestionnaire bien préparé. Il y aurait tout ça en réserve. Il y aurait juste à dire les frais de condo pour celui-là et l'autre. Il y a 5-6 questions qui sont générales. Il paye sur Python et il l'envoie. Je vous dis, ça dépend de l'organisation du gestionnaire. Normalement, il devrait en avoir un, puis il devrait être fait d'avance pour tout le projet de condo, puis il met au fur et à mesure avec les cotisations spéciales, etc. Il met à jour, exactement. OK, merci beaucoup. On avait aussi, si on est en droit de demander des frais pour s'occuper de ces dossiers, si oui, quel montant? Doit-on procéder par ajout au règlement de l'immeuble? Est-ce que le frais de remplir un questionnaire, que ce soit par le syndicat ou le gestionnaire externe, devrait être inclus au règlement de l'immeuble? Ouais, ça dépend à qui vous facturez. Pour de vrai. C'est au vendeur. Si c'est au vendeur, moi, je vous dirais de le prévoir dans un règlement. Oui. OK. Parce que sinon, le vendeur, il va vous demander envers quoi vous me facturez. Ça ne fait pas partie de votre mandat d'administrateur, de votre contrat de gestion. Pourquoi est-ce que je serais facturé pour quelque chose qui fait partie de vos obligations? Prévoyez-le par écrit. OK. Parfait. C'était une question des auditeurs. Il est 53. J'aimerais revenir au niveau de Marie-Pierre. En fait, Marie-Pierre, tu as l'honneur aussi d'être administratrice d'un syndicat, d'être courtier immobilier. Donc, tu as de l'expérience des deux côtés. On sait très bien que cette année, par rapport à l'année passée, les ventes de copropriété ont bondi de 13 %. Ma question est lancée, puis je suis sûre que les deux professionnels à côté de nous vont réagir. Mais il y a plusieurs ventes, on entend dans les médias, les gens ne font pas d'inspection. Tantôt, on en a parlé. Est-ce que vous voyez ça vraiment? Qu'est-ce qui a changé dans les 2 dernières années qui est bousculant? Là? Il y a eu beaucoup, que vous avez entendu parler, particulièrement pour les condos de premier acheteur et les unifamiliales, des offres multiples. La décision de faire une inspection ou non appartient à l'acheteur, mais je peux vous confirmer que moi, en tant que courtier, je n'ai pas un acheteur qui n'a pas écrit une promesse d'achat et qui n'a pas fait d'inspection. Parce que l'inspection, d'abord, elle n'est pas là pour négocier le prix par la suite. Ça, il y a souvent de l'éducation à faire. L'inspection est là pour protéger l'acheteur et protéger le vendeur et elle sert également de carnet d'entretien pour ton unité privative ou pour ta maison. Quand tu rentres dans une propriété, une nouvelle propriété, tu ne la connais pas. Rien de mieux qu'un expert pour te glisser un portrait avec tout ce qu'il y a à faire à court, moyen et long terme. Urgent, non urgent, nécessaire ou pas vraiment. Je trouve ça extrêmement utile comme document de base avant d'entrer dans la propriété, avant d'aménager. Est-ce qu'on a vu ça? Oui, j'ai perdu des offres d'achat
contre quelqu'un qui avait payé, qui avait offert un peu moins que mes clients, mais parce qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils ne demandaient pas de faire l'inspection, ils ont gagné. Ceci étant dit, est-ce que je regrette, j'aurais-tu dû dire à mes clients non? Non, parce que je pense que c'était une erreur de la part des autres d'avoir accepté ça. C'est une erreur non seulement des acheteurs, mais du vendeur également. Fait que c'est sûr que le courtier, puis j'en connais des courtiers qui sont comme moi, qui insistent toujours pour faire l'inspection. Et dans la folie qu'il y a eu dernièrement, leurs clients, ça faisait 5 offres d'achat qu'ils perdaient et ils ont dit non, on enlève l'inspection. Bien, le courtier n'est pas à l'aise. Puis honnêtement, je le comprends parce que le rôle à la base du courtier, c'est vraiment de conseiller et de recommander les meilleures choses à faire dans une transaction immobilière. Ce n'est pas une petite transaction, on ne va pas acheter une paire de chaussures. L'autre chose qu'on voyait aussi, je ne sais pas si vous avez été au fait de ça, mais les visites d'unifamiliales puis de condos, peu importe, c'était 15 minutes à un moment donné. C'est parce que pour acheter des souliers, souvent, ça va nous prendre une demi-heure. C'était un non-sens. Là. Moi, j'ai refusé de visiter des 15 minutes, puis je disais, bien parfait, on va être stratégique. On va faire 15 minutes, puis s'il faut, on va booker une deuxième visite. Fait que dans la même journée, tu travailles pour ton acheteur, tu travailles pour ton vendeur. Mais là, la folie commence à diminuer un peu, là, puis sincèrement, je pense que tout courtier est content. Oui, les notaires aussi. Oui. On a du vrai. Mais pour l'inspection, je pense qu'il y a une différence entre une maison unifamiliale et le type de copropriété. Oui. Une maison unifamiliale, je pense que c'est duplex ou quand un seul propriétaire pour l'ensemble, c'est de faire une inspection. Et si la personne ne désire pas faire une inspection, nous, je pense que c'est important de le mettre dans l'offre d'achat ou dans l'offre qui a refusé tacitement de faire une offre d'achat. Et puis, je pense que c'est ça, parce que ça décharge le vendeur de toute responsabilité. Surtout quand tu fais une garantie, sans garantie légale, tu dis, j'ai refusé d'avoir ça, donc il ne pourra pas. On le fait signer même. Quand l'acheteur refuse l'inspection, on le fait signer. Ben, c'est ça, mais dans une copropriété, ça dépend lesquels. Quand tu as une copropriété de 200 condos, tu vas faire inspecter ta propriété à toi, mais en général, c'est très, très relatif. Tu n'enverras pas ton inspecteur sur le toit de la Tour des Canadiens. Mais je dois vous avouer qu'à un moment donné, je m'en vais chez mon cordonnier et il dit, t'es notaire, toi? Il dit, ouais. Il dit, je veux mettre ma maison au nom de ma femme. Tu fais-tu poursuivre? Il dit, oui, j'ai acheté un condo. J'ai vendu un condo il y a 5 ans. Je demeure au 3e, ils ont découvert de la périte dans le sous-sol et je suis obligé de payer. Puis il a poursuivi les anciens propriétaires. Il a été poursuivi en tant qu'ancien propriétaire. Donc, ça reste quand même que tu as l'inspection, mais ça devient difficile pour un condo. Faut-tu examiner tout le condo au complet? Quand tu as 20 condos, qu'est-ce qu'on examine? L'inspecteur, il va-tu faire le tour sur le toit? Il va-tu s'en aller là? Ça va coûter combien? C'est ça que je me pose comme question. Fait que, là, il faut que tu lises les règlements, il faut que tu lises ce qu'il y en a. Puis si le gestionnaire va dire, j'ai fait faire les travaux, puis j'ai le carnet d'entretien, déjà, c'est déjà beaucoup dans le condo. Là. Dans une maison familiale ou petit condo, quelque chose, je vais dire oui. Dans un condo un peu plus gros, plus difficile l'inspection. Tu comprends-tu? La majorité des inspections de condos, Maître Forget, c'est toujours pour la partie privative. Et si la thermopompe est sur le toit, on va aller sur le toit. L'inspecteur va y aller. Je suis d'accord avec ça. Mais tu as 2 toilettes et un air climatisé. Tu sais que tu vas tout obligé de... En général, quand ça fait 15 ans, tu es obligé de tout stripper pour recommencer. Donc, c'est à peu près ça. Habituellement, si elle a 15 ans, l'unité, elle a été rénovée. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'unités. Pardon? C'est sûr que justement, c'est un condo, excuse-moi. Allez-y. Juste pour terminer, quand c'est un condo, c'est sûr que c'est moins grave, on va moins insister. Mais je le recommande toujours, puis rares sont les fois où l'acheteur va dire non, je ne ferai pas inspecter. Sauf quand il y a eu des condos, des achats de condos, le condo avait 1 an. Ils n'ont pas voulu, je n'ai pas insisté, c'est correct. Là, il y a encore la garantie. Oui, c'est vrai. Vous pouvez y aller. Mais dans le condo,
l'inspection, c'est important, mais qu'est-ce qui est important, c'est de lire les règlements, puis qu'est-ce que le gestionnaire, les rapports, qu'est-ce qu'ils ont fait, les travaux qu'il y a à faire, le carnet, là, tout l'entretien, tout ça. Donc, ça c'est primordial. Ça, c'est primordial de le faire. Mais l'inspection, j'en vais moins un peu là-dedans. Ça dépend des circonstances. Je pense que si je prends une des dernières questions, parce qu'il est déjà 20 heures, il faut terminer, puis on pourrait en parler toute la nuit, mais je pense qu'un copropriétaire qui demande des documents, il y a quand même l'étude de fonds de prévoyance qui est de plus en plus populaire dans tous les syndicats, le DRCOP de l'agent d'immeuble, la déclaration de copropriété et tous les règlements qui auraient pu être adoptés suite à ça, puis les PV des assemblées générales. Puis il faudrait ajouter qu'un copropriétaire qui voudrait les PV des CA, c'est disponible. Donc, je crois que quelqu'un qui veut vraiment faire une vérification, les documents parlent d'eux-mêmes parce qu'il y a de l'information très pertinente dans les procès-verbaux de conseil d'administration et dans ceux de l'Assemblée. Mais je veux dire, il y a moyen de faire des choses, de se donner la peine de vouloir vérifier, on peut avoir des documents. Donc, je me permets de vous dire merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci Marie-Pierre Mayotte de Remax équipe MD, excuse-moi. Merci Maître Forget, très intéressant. Maître Leblond, toujours un plaisir. Merci à tous les auditeurs. Merci à Gabriel, notre support technique. Donc, on vous invite à aller sur le site de Condo Légal. En tapant un mot de recherche, vous allez avoir plein d'informations, autant pour les administrateurs de syndicats que les copropriétaires. Et ne faites rien à l'aveuglette. Allez voir des spécialistes. Ça coûte beaucoup moins cher au début que par la suite. Donc, merci à tout le monde. Puis on espère que cette web radio vous a plu. Bonne soirée.